mais c'est pas pour ça que c'est une histoire d'amour au sens classique du terme. C'est une histoire de rencontre, de séduction, d'intérêt réciproque, et puis surtout de transmission. Il se transmet quelque chose de l'un à l'autre, ça c'était important pour moi. Cette relation qu'ils vont avoir survient à un moment bien précis, qui n'a pas le même sens pour l'un et pour l'autre, c'est le Love Day. C'est une séquence instaurée par le pouvoir en place, cette commission directoire, dont on va parler un petit peu après. Après une séquence effort imposée à la population, dans sa grande générosité, le pouvoir accorde un Love Day qui transforme, pour faire court, la ville en une sorte de club échangiste géant pendant 24 heures. C'est très bien résumé, voilà. Oui, oui, ça a été décidé comme ça. Ça fait suite à des séquences dites d'effort, quand on demande à ceux qui travaillent de travailler plus, parce qu'il y a un enjeu géopolitique important, il faut racheter tel autre pays. Donc tout le monde est sous pression pour récompenser d'une certaine manière la société d'avoir fait cet effort-là. Généralement, les séquences d'efforts sont suivies par un Love Day qui est organisé, qui est programmé. Et effectivement, pendant 24 heures, je ne sais pas comment définir ça autrement que comme vous l'avez fait, c'est la joyeuse liberté. Donc, tout ça avec consentement, hein, c'est pas barbare, c'est simplement, voilà, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous voyez une petite pétillance dans son œil, ben vous allez faire l'amour sous le lampadaire, et si c'est votre voisin, ça n'est pas grave, si c'est votre chef de bureau, c'est pas grave non plus, si c'est votre garçon de café, du café où vous allez prendre vos cafés tous les matins, c'est pas très grave non plus, parce que tout le monde sait très bien que c'est parce que c'est le Love Day, et le lendemain, quand il faudra retourner au café, au bureau, on reprend les choses, et personne n'aura honte, personne ne sera gêné, ça continue, voilà. Alors ça marche très bien pour elle, parce qu'elle a l'habitude de ça, donc quand c'est le Love Day, elle joue au Love Day, mais lui, non. Lui quand elle va lui proposer ça, il rougit, ce qui déjà montre qu'il est complètement inadapté, parce que déjà rougir, c'est pas possible, il sait pas très bien quoi répondre, il balbutie et il s'en va, donc il a tout raté. Et moi, ça m'amusait de mettre un dinosaure comme ça dans un nouveau jeu amoureux qui est celui de cette époque-là, mais c'est pas... Voilà, c'est pas très différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, je vais parler pour moi, mais par rapport à certaines nouvelles pratiques de l'époque, moi je me sens totalement inadapté. Enfin, oui, il y a des jeux. Bon, voilà. Le Love Day, est-ce que c'est pas Tinder? Finalement, c'est pareil, hein, c'est un peu pareil. Moi, je ne sais pas comment on fait avec ces outils-là. Déjà, j'avais du mal avec les outils précédents. J'ai essayé de m'y faire, mais alors cela, non, je pense que j'y arriverai jamais. Et donc, moi, ça m'amusait de le mettre, lui, en situation de... finalement, d'être le plus timide des deux, alors qu'on pourrait penser que c'est le plus bourru, c'est le plus costaud, mais là, il est un peu désemparé, alors que cette jeune fille, ça ne lui pose aucun problème. Enfin, cette jeune femme. Venons-en à la dimension politique du roman. Dans cette ville, il n'y a plus de citoyens, il y a des salariés. Alors, que sont les salariés? Eh bien, en fait, je me suis posé la question, quand j'ai établi que mon livre allait être l'histoire d'une société qui rachetait la Grèce, il y a eu une cascade de questions à laquelle j'ai bien dû répondre. Je me suis dit, mais alors ça veut dire quoi concrètement? Je me parlais à moi-même, tu dis rachète la Grèce, mais rachète quoi? Rachète la Grèce, rachète le sol, ou rachète le territoire grec, ou rachète aussi les gens qui sont dessus? Et je me suis dit, en fait, rachète tout. Il rachète la Grèce et les gens qui sont dessus. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens? Ils sont apatrides? Ils sont quoi? Ils vont plus être grecs, puisque l'État grec n'existe plus. Donc, la question de la nationalité devenait du coup problématique. Et je me suis dit, au fond, ils deviennent salariés de cette entreprise. Donc, j'ai inventé ce néologisme salarié pour justement, c'est ça, ces salariés citoyens. Leur appartenance, désormais, est liée à l'entreprise et plus du tout à la question de la nationalité, de la nation, du sol, du territoire, de toutes ces questions auxquelles nous, on est plutôt habitués. Et ça m'amusait, en fait. Vous savez, je précise, quand je suis amené à parler comme ce soir de Chien 51, c'est vrai que c'est pas un livre guilleret, je vais pas vous le vendre comme ça, mais
Oui, c'est le jeu de l'anticipation. Je connais peu de livres d'anticipation qui nous montrent un monde merveilleux dans lequel on aurait envie de vivre. C'est souvent plutôt de montrer des choses assez répulsives pour interroger en fait notre aujourd'hui et comment est-ce qu'on a envie ou pas envie d'aller vers ça. Donc Cher 51, de ce point de vue-là, est assez classique. C'est effectivement, moi j'ai pas envie de vivre à Maniapol. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en paradoxalement, tout sombre que soit ce roman, il a été extrêmement joyeux à écrire. C'est-à-dire que c'est très plaisant à faire. Et il y a un vrai truc ludique d'imaginer en fait. Alors, ce que je viens de décrire, par exemple, le sentiment d'appartenance à une société que l'on pourrait être un jour des salariés, si vous posez la question au citoyen que je suis, il est terrifié. Mais l'auteur s'est bien amusé à faire ça. C'est-à-dire, du coup, je me suis dit, ah, mais c'est marrant, alors oui, non, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de lien au territoire. Et là aussi, ça faisait écho à des choses que je trouve sont des problématiques qu'on vit de manière moins dramatique, mais qui quand même commencent à s'inviter dans nos vies. Je suis sûrement pas le seul à avoir l'impression parfois que la frontière avec le monde du travail est difficile à mettre. Elle est difficile à mettre à la fois dans la chronologie d'une journée. Quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on coupe? C'est des problématiques dont on entend beaucoup parler, hein, avec le télétravail, avec les mails. Quand est-ce qu'on dit, bah non, là moi je suis en vacances, ça existe encore des vacances, donc je ne suis pas joignable en fait. Je ne suis pas en vacances et je vais répondre à vos mails, je ne suis pas joignable. Je n'ai même pas à vous dire où je suis. C'est des choses qui deviennent de plus en plus difficiles pour des jeunes gens qui travaillent et qui ont 30 ans, 40 ans, parce qu'on sent qu'il y a une culture du disponible en fait. Et même spatialement, avec le confinement et la question du télétravail, qui a été une solution par rapport à un problème donné, je ne le remets pas du tout en cause, et qui a aussi ouvert une brèche sur, en fait, je suis dans ma cuisine, mais est-ce que je suis dans ma cuisine ou est-ce que je suis au travail? Et bien les deux. Et donc toutes ces frontières-là, elles commencent à faire de nous un peu des salariés aussi. C'est-à-dire que à nous de décider si on est à ce moment-là un citoyen ou un salarié. Et je trouve que c'est des problématiques qui vont certainement nous accompagner et sur lesquelles il faut être un peu réactif parce que sinon on voit comment est-ce que des choses peuvent être validées sans qu'en fait on ait vraiment décidé que ça allait se passer comme ça. La paix sociale à Maniapol repose sur différents moyens. Alors, il y a eu de grandes émeutes dont on découvre les tenants et les aboutissants dans les décennies qui ont précédé. Mais cette paix sociale repose aussi sur une sorte d'espoir, un pompon, une loterie, le grand tirage de Destiny qui permet à une personne de la zone 3 d'espérer d'aller vivre en zone 2 pour gagner en conditions de vie. Mais un personnage ne compte pas du tout sur cette loterie pour s'en tirer. C'est un personnage assez attachant auquel vous donnez vie, celui d'Ira Kuprak. Ira Kuprak est une belle jeune femme qui compte se tirer de la zone 3 par ses propres moyens, par elle-même, en comptant sur ses atouts. Et il y a un passage qu'Elissa va nous lire qui explique également la dynamique et les objectifs, le but de l'existence que s'est fixé Ira. Le passage dans le tunnel n'a pas d'importance. Se mettre à quatre pattes à certains endroits ou s'arrêter soudainement de bouger parce que le type devant moi a entendu un bruit et veut vérifier que ce n'est pas dangereux de poursuivre, non plus. Rien ne m'affecte. Je suis Ira Kuprak. Je vais d'une zone à l'autre. Les réflexions grivoises du passeur, la main qui l'ose parfois et qui s'arrête sur mes fesses comme si le fait de me faire passer d'un monde à l'autre l'autorisait à prélever un échantillon de ce que je vais offrir là-bas, n'ont pas d'importance. Je continue. Je sais vers quoi je vais. Une fois le tunnel passé, il y a cette nuit qui débute et qui est à moi. Je n'ai plus qu'à me changer derrière la première voiture, glisser mon pantalon noirci au genou dans mon sac à dos, et je ne suis plus Ira Kuprak. Les portes s'ouvrent. Celui qui m'attend a le don de se faire obéir. Il lui suffit d'un geste, d'un mot. J'ai rendez-vous, moi, la petite Ira de rien, que personne ne connaît,
que le passeur se croit autorisé à peloter, la petite ira qui n'a que sa beauté, j'ai rendez-vous avec la chance et rien ne m'arrêtera. Vous dites que je ne devrais pas, que c'est vendre plus que son corps, qu'il y a des étreintes qui salissent. Vous ne savez rien. Je suis née du mauvais côté, mais je n'y resterai pas. Les femmes qui vivent dans ces rues que j'ai envie de lécher tellement elles sont propres et brillantes n'ont jamais connu la violence qui m'a élevée. Je suis née par malchance, mais rien ne dit qu'il faille se contenter de cela. Je suis belle. J'ai un corps qui commande qu'on se mette à genoux. J'ai une taille et des hanches qui font tourner la tête des hommes. C'est la seule chose que je puisse utiliser. Je devrais m'abstenir. Rester propre. Est-ce que les rues de mon enfance m'ont laissé propre? Ma beauté, je m'en sers. Je leur donne mes bras, ma bouche. Ils pensent me posséder, mais se trompent. Ils n'attrapent rien de ce que je suis. Je suis ailleurs. Je prépare ma vie. Ce rendez-vous va me le permettre et je vais droit à lui sans hésiter. Qu'il ne soit pas beau n'a pas d'importance. Que ce ne soit pas le genre d'homme dont j'ai pu rêver ne me fait rien. Je sais bien que les étreintes avec des garçons de mon âge seraient plus tendres, mais ils n'offrent rien que leur sueur de petits hommes cassés de vivre, et je connais ce goût par cœur. C'était celui de mon père, de chacun de mes frères, et c'est celui que je me suis juré de fuir. Lui n'est pas beau, non, mais il ouvre les portes, fait se déplacer des voitures aux quatre coins de la ville pour qu'elles viennent me chercher et m'amener jusqu'à lui, dans des chambres d'hôtel qu'il choisit toujours différentes et toujours luxueuses. Lui fait couler des alcools chers dans des verres qui sont des bijoux. J'embrasse l'autre monde pendant quelques heures. Le tunnel crasseux est si loin. Je sais que je vais devoir le reprendre, que l'heure n'est pas encore arrivée où je pourrai rester dans ces lits indolents. Je sais que je ne fais pas encore partie de cette ville, qu'il va me falloir être rusée. Mais pour l'heure, je suis Ira, et dans le regard qu'il pose sur moi, je sais que je suis envoûtante. Je n'ai pas encore exprimé mes exigences. J'attends qu'il ne puisse plus se passer de moi pour le faire. Mon rêve est là. Je suis jeune et irrésistible. Qu'il faille faire jouir son corps de vieil homme n'a pas d'importance. Je regarde les plis de son ventre lorsqu'il s'agite et je souris. Je ne suis dégoûtée par aucun détail de son anatomie, par aucun nom dont il m'affuble. Ce que je vois, ce que je sens sous mes doigts, sous ma langue, c'est l'opulence, et je la veux toute pour moi. Merci. Le destin d'Ira est de ceux qui traversent toute la littérature, c'est-à-dire celui d'une jeune femme qui veut se sortir de sa condition, là en l'occurrence en se prostituant. Vous montrez aussi que dans ce monde totalement aseptisé, il y a entre le sommet du pouvoir, puisque Ira fréquente un homme qui se situe au sommet du pouvoir, et cette relation va jouer un rôle dans l'enquête. Cette jeune femme parvient, ne serait-ce qu'un temps, à espérer se tirer de cette condition-là, alors qu'il y a aussi d'autres possibilités très restreintes, et il y a également une possibilité de résister, de résistance, une résistance presque archaïque par rapport aux moyens technologiques qui s'opposent aux personnes qui se révoltent, mais en tout cas, elle est décidée à se tirer de là. Ça va être extrêmement compliqué, mais pour autant, on parle de plus vieux métier du monde, c'est sans doute pas un hasard, mais ça s'inscrit dans la plus moderne des mégalopoles, et ce contraste-là, encore une fois, joue beaucoup dans on retrouve ce contraste à de nombreuses reprises dans le roman. J'ai l'impression que ça revient beaucoup. Vous avez été mu par les paradoxes. Je pense notamment à ces personnages qui se font des peintures de guerre pour brouiller les systèmes de repérage des robots, des drones qui les entourent.
Alors, sur Ira, oui, c'est un personnage, peut-être je peux dire plusieurs petites choses. La première, c'est que c'est un personnage qui était prévu dans mon plan initial sur ce roman, mais qui s'est un petit peu imposé. C'est des moments que je trouve toujours assez magiques dans l'écriture. Au fond, on n'en a pas tant que ça. Tu sais, on sue, on travaille, on relit, et quand il y a des petits moments un peu joyeux comme ça, où on est soi-même un peu bousculé, moi j'adore ces moments-là. Et quand un personnage qui devait exister, mais existe un peu plus, ou un peu plus fort que ce qui devait exister, je trouve que c'est toujours un joli moment et qu'il faut lui ouvrir la porte du livre. Donc Ira, elle a pris la parole d'une certaine manière. Et ça m'amène à dire juste autre chose, c'est que le monologue que vous avez entendu est un très bon exemple pour illustrer le fait qu'au fond, je suis... voilà, c'est plié, c'est comme ça, je suis un auteur qui est né du théâtre. C'est des gens de théâtre qui m'ont appris mon métier. Je continue à écrire pour le théâtre, j'espère que je le ferai toute ma vie, mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est très étrange, que je ne m'explique pas, mais qui est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir pleinement dit un personnage quand il a eu l'occasion de prendre la parole, en fait. Faire parler quelqu'un me plaît, ça se passe souvent bien, alors que décrire un lieu, c'est un cauchemar, je ne sais pas le faire. Décrire un physique de personnage, c'est encore pire. Moi, je ne sais pas si mes personnages sont blonds ou bruns, moustachus ou pas, je n'ai aucune idée de la tête qu'ils ont, en fait. Et je déteste avoir à le dire. Par contre, trouver la manière dont ils parlent, ce qu'ils ont dans la tête, comment ils parlent. Et encore, elle ne parle pas à quelqu'un, là, parce qu'elle parlerait probablement très différemment si elle parlait à quelqu'un, si elle était dans une situation. Elle parle au monde entier, elle parle à l'univers. Ça, c'est comme ça que je sais qui elle est, moi. Ce personnage qui dit en gros, ne me faites pas la morale. Voilà. Parce que je suis né du mauvais côté et gardez votre morale. Je vais essayer de m'en sortir tout seul, toute seule, et c'est très bien comme ça. Moi, j'adore quand l'écriture m'amène à soutenir quelque chose qui est difficile à soutenir. Je ne fais pas l'éloge de la prostitution. Pareil, plus tard dans le livre, je pourrais très bien avoir un monologue comparable sur quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un d'autre et qui prend la parole et dit pourquoi il l'a fait, comment il est joyeux de l'avoir fait, comment c'est bien d'avoir tué ce type-là, etc. Ça, c'est des moments où je trouve que au-delà de mon petit cas personnel, je parle aussi en tant que lecteur, c'est des moments où on comprend que la littérature, elle est faite pour ça, en fait. Elle est faite pour qu'on puisse s'approcher de choses qui, dans la vie sociale, on exclurait d'emblée, idéologiquement ou moralement, ou qui sont d'ailleurs de très bonnes raisons. Mais là, dans la littérature, on est amené à s'approcher tellement près, et si c'est bien fait, de se dire, mais en fait, oui, si j'étais elle, je ferais pareil. Arrêtez de me dire que je ne devrais pas vendre mon corps, c'est la seule chose que j'ai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben oui, je vais y aller. Et moi, ça me donne envie de l'écrire et de continuer à essayer de trouver des arguments qui vont me déstabiliser en tant que lecteur. Et c'est comme ça que naît un monologue comme ça. Je pourrais citer d'autres exemples, mais c'est le grand exemple pardon, de la comparaison, c'est pas du tout pour me comparer, mais c'est la grande leçon de Shakespeare avec Richard III. C'est-à-dire que le trouble de Richard III, c'est que Shakespeare arrive à lui offrir la parole, et de manière tellement loyale en tant qu'auteur, qu'il est profondément séduisant, alors que c'est un monstre. Si Richard III était tenu par Shakespeare du bout des doigts en disant « Regardez comme il est moche, comme il est horrible, et puis d'ailleurs tout ce qu'il fait c'est atroce », la pièce elle tient pas, on n'aurait à aucun moment envie on ne ressentirait rien, tandis que là il nous invite dans Richard III, on finit par être tout près de lui, le comprendre, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que Shakespeare nous dit faites comme Richard III, la structure de la pièce se charge de démentir ça, mais au moins quand Richard III parle, l'auteur est loyal avec son personnage. Moi j'ai envie d'être loyal avec Ira, et donc je cherche un certain nombre de choses qu'elle a à défendre et sur lesquelles en tant que bonhomme, là je ne parle pas en tant qu'auteur, finalement je me dis en fait j'ai rien à lui opposer, elle a raison. Ça m'intéresse, ce petit trouble-là il m'intéresse. J'ai pas du tout répondu à votre question, du coup mais je suis parti. Et en même temps Ira n'a guère le choix. Alors on aurait pu aussi parler de la dimension écologique du roman qui est aussi très prégnante. Tout ce qui fait que finalement Chien 51 est un livre puissant, ramassé, assez concis finalement par rapport à l'intensité de l'action. On peine à le refermer et comme je l'ai dit en introduction, on y pense longtemps après l'avoir terminé. Donc vous pourrez retrouver Laurent Godet à l'issue de notre rencontre juste à la table de notre librairie partenaire et il se fera un plaisir d'échanger un petit peu avec vous et de signer ces ouvrages qui sont présents, Chien 51
et le soleil d'Escorta et la mort du roi de Songor. Merci Laurent, merci beaucoup.